Nous sommes rendus à la fin du cahier de notes et le dernier chapitre est le chapitre qui porte sur la corrélation entre deux variables. Ce sont des variables quantitatives que l'on a dans ce chapitre. On cherche à établir l'existence d'un lien entre ces deux variables. On a déjà l'idée de laquelle est la variable indépendante et laquelle est la variable dépendante. Et en fait, il s'agit de voir si le modèle linéaire, c'est-à-dire si une droite, pourrait suffire à décrire la relation entre ces deux variables-là. Alors, nous allons commencer par tracer le diagramme de dispersion. C'est un graphique. Nous allons calculer et interpréter le coefficient de corrélation de notre échantillon. Et nous allons ensuite faire le test d'hypothèse pour vérifier si l'on peut inférer nos résultats pour toute la population. La partie qui consiste à calculer la droite qui permettrait de prédire les valeurs de y en fonction d'une valeur de x, eh bien cette partie, on la laisse tomber pour cette session. Alors nous commençons par le diagramme de dispersion, appelé parfois le nuage de points. C'est un graphique qui met en relation la variable x et la variable y. Le titre est toujours variable y selon variable x. L'allure du graphique va montrer s'il y a un lien ou non entre deux variables. Dans le cas du graphique de la page 137, vous avez les notes obtenues à l'examen final en fonction du temps d'étude. Le temps d'étude est ma variable indépendante. La note est la variable dépendante. Le diagramme de dispersion nous montre que la relation entre les points a l'air d'être positive. La phrase type que l'on utilise pour décrire la relation, plus le temps d'étude est élevé, plus la note sera élevée. On peut aussi décrire en écrivant plus le temps d'étude est bas, plus la note sera basse. Alors, décrivez la relation à l'aide d'une phrase type. Les deux variables, temps d'étude et note, sont des variables mesurées avec des échelles de rapport. Exemple d'une corrélation négative. À la page 147, vous avez un tableau qui vous permettrait de tracer ce graphique. Un tableau qui montre pour 9 personnes l'âge et le score au test de mémoire. La figure vous montre donc la relation, l'âge ici est la variable indépendante, le score, une variable quantitative discrète, et la variable dépendante. Les deux variables sont mesurées avec une échelle de rapport. La relation est négative. Plus l'âge augmente, plus le score au test de mémoire est bas. Parfois, le nuage de points montre qu'il n'y a aucune relation, comme c'est le cas dans le graphique qui est là. Note à l'examen en fonction de la taille. La taille serait le plus probablement la variable indépendante. La variable, le plus probablement la variable y, serait dans ce cas la note. Et ici, le nuage de points montre qu'il n'y a pas vraiment de lien. Alors, rien à décrire. Ça arrive parfois qu'on utilise le diagramme de dispersion pour montrer également l'évolution d'une variable quantitative qui évolue avec le temps. On ne va pas faire ça cette session. Le tableau que vous avez là vous montre le revenu brut de 9 personnes et le nombre d'années de scolarité de ces 9 personnes-là. La variable x, c'est le nombre d'années de scolarité. La variable y, c'est le revenu. Nous traçons le graphique. Revenu brut selon la scolarité. Les deux variables sont mesurées avec une échelle de rapport. La relation ici est une relation positive. Plus la scolarité est élevée, plus le revenu est élevé. Et nous allons, en étape 2, calculer le coefficient de corrélation. Ce coefficient était indiqué à côté de chacun des graphiques tantôt. Ce coefficient mesure la force du lien entre deux variables quantitatives. C'est un nombre pur, compris entre -1 et 1. Lorsqu'il est positif, ça indique une relation positive entre les deux variables, alors qu'un R négatif indique une relation négative.
Plus le R est proche de 1 ou de moins 1, plus la relation sera forte. La formule pour calculer le coefficient de corrélation de notre échantillon est une formule assez compliquée. Il vaut mieux la prendre en étapes. À l'aide du graphique de tantôt, du tableau de tantôt, nous allons regarder comment est-ce qu'on calcule ce R. Le R est donc une statistique, elle se calcule à partir de notre échantillon. Si vous changez une des 9 personnes, le R sera différent. Alors le calcul du R nécessite le calcul de la somme des XI, YI. XI, YI, c'est le produit des coordonnées de chacun des points. Pour la première personne, X1, Y1, c'est donc égal à 20 fois 82, 1640. Nous calculons le produit des coordonnées pour chacun des points de notre tableau. Et nous faisons la somme. La somme des XYI nous donne ici 8228. Nous plaçons les chiffres dans la formule et nous obtenons 0,93. SPSS le calcule pour nous. Le coefficient de corrélation permet donc de mesurer la force du lien et un coefficient de 0,93 fait que notre relation est très forte à parfaite, en réalité plus proche de très forte, puisque 0,93 est plus proche de 0,9 que de 1. Alors nous pouvons maintenant interpréter le R. Pour notre échantillon de 9 personnes, nous avions donc une relation linéaire, positive et très forte entre le revenu et la scolarité. Plus la scolarité est élevée, plus le revenu sera élevé. Le chercheur maintenant veut pouvoir vérifier l'existence de ce lien pour la population en entier. Il va donc procéder à l'étape numéro 3, le test d'hypothèse. Deux variables quantitatives, nous allons donc faire le test sur le coefficient de corrélation linéaire. C'est le troisième. Les étapes des tests sont toujours les mêmes. Il y a quelques petites différences par contre dans la formulation des hypothèses. Dans un test du coefficient de corrélation, l'hypothèse nulle est toujours la même. L'hypothèse nulle, il n'y a pas de lien entre les deux variables. La lettre ρ que vous avez affichée à l'écran, c'est une lettre grecque. Ça veut dire R en grec. Ça désigne le coefficient de corrélation pour la population au complet. Alors le chercheur veut montrer que dans la population au complet, ce R, le coefficient de corrélation, sera différent de 0, plus grand de 0 s'il veut montrer que le lien est positif, ou plus petit que 0 s'il veut montrer que le lien est négatif. Il y a donc, comme dans le cas du test sur la différence entre deux moyennes, on a un cas où le test est bilatéral et deux cas dans lesquels le test est unilatéral. Le choix du seuil est le même, 1% ou 5%. Alors nous pouvons maintenant interpréter le R. Pour notre échantillon de 9 personnes, nous avions donc une relation linéaire, positive et très forte entre le revenu et la scolarité. Calcul de la variable d'écart, probabilité que le chercheur se trompe. Ces deux-là sont donnés par SPSS dans un tableau. La variable d'écart dont il s'agit ici, c'est le coefficient de corrélation. C'est le petit r, calculé à partir de l'échantillon. Le petit r est donc une statistique. La détermination de la valeur critique se lit dans la table des valeurs critiques pour le coefficient de corrélation. La valeur critique dépend du seuil de signification alpha, du nombre de degrés de liberté qui est ici le même que celui pour un test de T. Taille de l'échantillon, -2. La valeur critique dépend également de la nature du test. Dans le cas d'un test bilatéral, on doit diviser le seuil de signification alpha par 2. Il se trouve donc dans la table des valeurs critiques qui est là. Formulation de la règle de décision. Il y a deux formulations possibles.
La première qui consiste à comparer la valeur du R calculé avec la valeur critique. La deuxième formulation consiste à comparer la probabilité de se tromper du chercheur avec le seuil de signification. La décision consiste à prendre la décision de rejeter H0 ou de ne pas la rejeter en fonction des résultats que l'on a obtenus. Et bien sûr, on interprète. Il me reste à vous montrer un exemple de test d'hypothèse. Nous allons donc compléter le test d'hypothèse sur le tableau qui montre la relation entre le nombre d'années de scolarité et le revenu de 9 Québécois. Notre échantillon nous avait montré que la relation était positive et le coefficient de corrélation calculé 0,93 nous avait montré que cette relation était très forte. Le chercheur veut savoir si on peut appliquer ces résultats à l'échelle de la population. Peut-on conclure qu'à l'échelle de la population, il y a une relation positive entre le revenu et la scolarité? SPSS produit le tableau montrant le coefficient de corrélation ainsi que la probabilité que le chercheur se trompe. Ce sont les chiffres en bleu. Alors, commençons les étapes. L'étape numéro 1, formulation des hypothèses. H0, l'hypothèse nulle. Il n'y a pas de lien entre la scolarité et le revenu. H1, l'hypothèse du chercheur, appelée aussi hypothèse alternative. Il y a un lien positif entre la scolarité et le revenu. Le choix du seuil, nous avons choisi ici 5%. Vérification des conditions d'application. Nos deux variables sont quantitatives et bien sûr elles ne sont pas groupées en classes. L'étape numéro 4, SPSS a calculé la variable d'écart et la probabilité de se tromper à partir de notre échantillon. Le petit r, coefficient de corrélation, est de 0,925. La probabilité de se tromper est proche de 0%. La valeur critique se lit dans la table des valeurs critiques du coefficient de corrélation. Le nombre de degrés de liberté est de 7, le seuil est de 5%, la valeur critique est ici de 0,582. 0,582, vous la voyez à l'écran. Nous formulons la règle de décision. Nous choisissons la première formulation ou la deuxième et la décision se fait en fonction de la règle que l'on a choisie. Bien sûr, la décision est la même. Ici, je prends la règle en bleu et je complète ma décision en écrivant, puisque la probabilité que le chercheur se trompe, qui est proche de 0, est inférieure au seuil de signification qui est de 5, on rejette H0 et on peut conclure qu'il y a bien une relation positive entre la scolarité et le revenu. Plus la scolarité est élevée, plus le revenu est élevé. Et l'interprétation de R que l'on a déjà fait, la relation est linéaire, positive et très forte. Merci.